C'est dans le cadre de l'année de Gaulle et du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 que le Musée de l'Ordre de la Libération a choisi de s'interroger sur la question de l'engagement, sur ce que l'on pourrait appeler le mystère de l'engagement. L'engagement dont il s'agit ici est celui des premiers résistants, de ces véritables pionniers qui, dès l'année 1940, n'ont pas accepté la fatalité de l'armistice. À quel moment, dans quelles conditions, pour quelles raisons et avec quelle motivation, et surtout au nom de quelles valeurs, cette poignée d'hommes et de femmes ont-ils pris leurs décisions? Pourquoi, finalement, dans une France éblouie par son malheur, selon la belle expression de Joseph Kessel, ont-ils refusé de se laisser éblouir et décidé de poursuivre la guerre? C'est tout l'objet de l'exposition 1940 Paroles de rebelles que présente le Musée de l'Ordre de la Libération en cette année 2020, autour des objets, des écrits et surtout d'entretiens filmés, pour la plupart inédits, de ces tenants du non intransigeant qui nous expliquent leur état d'esprit au moment du choix. Mais qui sont ces rebelles à qui nous donnons la parole au fil de cette exposition? Eh bien, il s'agit des compagnons de la Libération, c'est-à-dire les 1038 hommes et femmes qui se sont vus décerner la Croix de la Libération par le général de Gaulle. Et de ces 1038, 790 sont entrés en résistance dès 1940, pour la plupart d'entre eux dès l'été 1940. Ils ne furent bien sûr pas les seuls à refuser la défaite dès ce moment-là, mais de par leur diversité d'âge, d'origine géographique, culturelle, sociale et de situation, au moment de la défaite, on peut voir dans ces compagnons de la Libération, dans ces pionniers, un échantillon plutôt représentatif de ce que sera l'avant-garde de la résistance et de la France libre. Les témoignages d'une centaine d'entre eux, sans expliquer totalement un comportement qui conservera toujours une part de secret et d'intime, nous éclairent en répondant à 3 questions principales qui vont guider cette exposition. Quand, pourquoi et comment les compagnons de la Libération sont-ils entrés en résistance? Quand, pourquoi et comment ont-ils fait le choix de l'engagement en 1940? La réaction des rebelles de 1940 est incompréhensible si l'on ne se réfère pas d'abord au contexte de l'été 1940, c'est-à-dire à la défaite militaire et à la disparition des structures de l'État et des corps constitués dans le chaos que l'historien Marc Bloch a qualifié du plus atroce effondrement de notre histoire. Rappelons qu'à partir de l'offensive allemande du 10 mai 1940, en 6 semaines, en raison principalement d'un commandement militaire défaillant sur le plan tactique et d'un défaut de communication moderne sur le front, la France connaît une défaite inattendue et d'une ampleur inégalée. Cette défaite, qui comprend d'importantes destructions, fait près de 90 000 morts civils et militaires, soit une moyenne mensuelle de pertes supérieure à 14-18, et 123 000 blessés. L'avancée des troupes allemandes entraîne l'exode massif vers le sud d'1 Français sur 5, soit plus de 8 millions de personnes obligées de fuir les bombardements. Enfin, la France compte 1 850 000 prisonniers de guerre au moment de l'entrée en vigueur de l'armistice. Le 15 juin 1940, soit 2 jours avant l'arrivée des Allemands à Chartres, le préfet d'Eure-et-Loir, un certain Jean Moulin, écrit une lettre à sa mère et à sa sœur qui sont alors en Provence. En quelques mots, il analyse la détresse des populations de son département qu'il qualifie de mutilées et saignants. Il évoque aussi le mauvais emploi des soldats, qui valent mieux que l'usage que l'on en fait. Il a également cette réflexion, étrangement prémonitoire: si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, sachez déjà que ce n'est pas vrai. Et c'est exactement ce que voudront lui faire écrire les Allemands 2 jours plus tard, en allant jusqu'à le torturer, le poussant à une tentative de suicide pour ne pas avoir à accuser à tort les soldats africains de l'armée française. Et voici quelques témoignages de ces compagnons de la Libération sur l'état de la France à l'été 1940, tel qu'ils l'ont vu. Une révolte, une double révolte. D'abord, l'échec de l'armée française. J'étais nourri dans ce milieu, j'ai vécu. Et voir l'armée française recevoir une telle branlée, ça m'a... Pardon. Mais ça l'a, si vous voulez, ça m'a choqué.
À Bordeaux, où j'étais, mon père était sur le front, bien sûr, je voyais des officiers qui étaient restés en arrière, qui disaient « Bon, bah, ça y est, bah, on a ramassé la pâtée, mais là, bah, on quittera l'armée, on ira cultiver notre jardin. » Et c'était des propos qui me heurtaient, qui me blessaient terriblement, plus que la démarche des Allemands elle-même. C'était ce défaitisme français. J'ai passé une journée dans la ville de Bordeaux et c'était la chose la plus épouvantable qu'on puisse voir, avec des soldats de toutes les armes, plus ou moins dépenaillés, circulant sans but défini, et un sentiment d'abandon, de pagaille monstre d'abord, et de lassitude, de dégoût. Enfin, les gens avaient vraiment totalement perdu leur repère. Il y avait parmi les combattants des gens de bonne volonté, également des tas de gens qui étaient plus ou moins indécis, mais les gens indécis, quand ils sont encadrés, ils foncent. L'encadrement de l'armée française a complètement failli, l'encadrement et le commandement de l'armée française a complètement failli à sa mission de volonté de vaincre. C'est paraît indiscutable. Il faut savoir que tout s'écroulait dans notre pays. Je ne sais pas si vous pouvez en avoir conscience. Et il faut l'avoir vécu. Il faut voir ce pays tomber du jour au lendemain en déliquescence. La veille, c'est un pays fort, on raconte tout un tas d'histoires, on est les meilleurs, on est les plus forts. Et du jour au lendemain, tout s'écroule. Alors, je disais à mes fils, moi, quand tout s'écroule, eh bien, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a toujours un espoir. Il ne faut pas s'écrouler en même temps que l'écroulement. Voilà, il faut regarder les choses s'écrouler, c'est tenir un peu en dehors et chercher une voie. Le 16 juin 1940, le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne, laissant libre champ aux tenants de l'armistice. Et en effet, dès le 17 juin 1940, à midi, le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Philippe Pétain, annonce à la radio qu'il a demandé à l'ennemi de rechercher les moyens de mettre un terme aux hostilités. Cette annonce d'un armistice, qui ne sera signé que le 22 juin avec le Reich et le 24 avec l'Italie, a cependant un effet immédiat dès le 17 juin. Il démobilise les soldats français, alors même que les Allemands accentuent leur avance et font plus d'1 million de prisonniers. Hitler, qui souhaitait voir la France se retirer du conflit en imposant des conditions relativement modérées, a gagné. Selon les clauses de cet armistice, la France est en effet aux 2/3 occupée, mais conserve sa flotte, son empire et un semblant de souveraineté en zone sud. Mais très vite, en zone occupée, hors de toute convention, le Reich annexe l'Alsace-Moselle, rattache le Nord-Pas-de-Calais au commandement militaire de la Belgique et instaure une large zone interdite empêchant le retour des réfugiés. La France métropolitaine est démembrée. Les annexions et victoires militaires allemandes de 1939-1940 entraînent l'occupation de plusieurs pays européens et posent la question du devenir de leurs institutions légitimes. La quasi-totalité des gouvernements de ces pays, Tchécoslovaquie, Pologne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, choisissent l'exil en Grande-Bretagne pour tenter d'y poursuivre la guerre auprès des Britanniques. La France, seule nation signataire d'un armistice avec le Troisième Reich, se trouve ainsi officiellement sortie de la guerre. Outre le manquement aux accords franco-britanniques de mars 1940 de ne pas signer d'armistice séparé, cette spécificité française a de lourdes conséquences. Désormais, la France est démembrée en 5 zones de statut tout à fait différents, et surtout, les Français ne peuvent plus participer à la lutte menée par les Alliés. Et c'est bien en raison de la signature des armistices que le général de Gaulle devient le seul des chefs en exil à devoir combattre en même temps l'ennemi et le gouvernement de son pays, comme doivent le faire tous ceux qui, comme lui, n'admettent pas la défaite. Le 17 juin 1940, le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Philippe Pétain, s'adresse aux Français. Il leur annonce qu'il faut cesser le combat et qu'il a entamé des discussions en ce sens avec l'Allemagne. Le lendemain, un général inconnu lui répond à la radio de Londres. C'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce dernier appelle à la résistance dans un discours argumenté.
Il annonce qu'il s'agit d'une guerre mondiale, et il insiste sur les atouts qu'il reste néanmoins à la France, c'est-à-dire un empire intact, le soutien des Britanniques et l'industrie des États-Unis. Cesser le combat est la seule expression commune aux deux discours, mais dans un sens irrémédiablement opposé. Toute la question est là, et c'est bien cette question qui est la pierre angulaire du choix des Français. Faut-il ou non cesser le combat ? L'écrasante majorité d'entre eux, soulagés, acceptent de se ranger derrière le maréchal Pétain. Peu nombreux sont ceux, en revanche, qui ont entendu le discours de De Gaulle, et encore moins nombreux sont les rebelles qui font le même choix que lui en 1940. Et les quelques centaines de volontaires qui rejoignent l'Angleterre fin juin 1940 sont eux-mêmes peu nombreux à connaître l'existence et avoir entendu l'appel du général de Gaulle. C'est donc dans la demande d'armistice et dans leur refus de cesser le combat que l'on peut voir l'élément déclencheur de leur engagement. Pour la plupart de ses compagnons de la Libération, l'appel du 18 juin ne viendra donc que confirmer un choix pris suite à l'annonce de l'armistice et leur ouvrir une voie nouvelle, celle de la poursuite de la guerre au sein d'une armée française libre. C'est le cas du sergent de l'armée de l'air René Mouchotte, qui est en Algérie lorsqu'il apprend l'armistice. Dans son carnet, il écrit « Lundi 17 juin, je viens d'apprendre par la radio l'incroyable nouvelle de la capitulation de Pétain. C'est tellement inconcevable qu'on reste là, les membres brisés à s'imaginer 1000 choses, un rêve, une erreur, une propagande, pour tenter de faire s'évanouir l'horrible cauchemar. Impitoyable, la TSF achève de briser la résistance de nos nerfs trop tendus en faisant résonner une Marseillaise vibrante, le dernier appel d'une France hier libre. De ma vie, je ne me rappelle avoir ressenti une émotion aussi intense et douloureuse. On voudrait courir, montrer à tous qu'on a encore une force, une énergie pour continuer à combattre. La France doit rester la France et son cœur bat toujours, malgré ceux qui veulent l'assassiner, sans lui permettre de lutter. » Refusant la défaite, René Mouchotte s'empare d'un avion à Oran avec 5 camarades le 30 juin 1940 et rejoint l'Angleterre via Gibraltar. Il est d'abord affecté à la Royal Air Force, puis commande ensuite une escadrille du groupe de chasse Île-de-France, avant de recevoir le commandement du groupe de chasse Alsace début 1943. Il est abattu en vol, au-dessus de la Manche, le 27 août 1943. Écoutons maintenant les témoignages de quelques-uns de ses compagnons qui nous parlent de leur refus de cesser le combat. Puis là-dessus, le coup de tonnerre de l'armistice, qui était inattendu. Pour nous tous, ça paraissait impensable que l'armée française s'écroule et soit défaite de cette manière, si bien que notre première réaction, ça a été de dire, si les Anglais continuent, il faut se mettre avec eux. Je peux dire que moi, qui n'avais jamais vu ma mère pleurer, eh bien, quand on a entendu le discours du maréchal Pétain, ma mère pleurait devant la petite radio que nous avions et elle disait « Quelle honte pour mon pays, quelle honte pour mon pays ». Moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Oui, mais ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. Et cesser le combat, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'était pas sincère, cet homme. Il était probablement sincère. Il pensait sauver les meubles. Mais celui qui a pensé que cette guerre n'était pas finie, que c'était une guerre mondiale et qu'il y avait bien des éléments qui n'avaient pas encore donné et qui ne tarderaient pas à le faire, eh ben voilà, celui-là, il avait raison, il voyait loin. Je vais voir mon père, je lui dis, écoute, voilà, nous sommes tous les deux, de Pelleport et moi, nous voulons continuer à nous battre, nous voulons aller en Angleterre, mais pour y aller, il faudrait que tu nous conduises au Verdon. À ce moment-là, mon père m'arrête et me dit, mais tu veux aller en Angleterre? Mais tu sais, j'ai entendu hier à la radio un général qui s'appelle le général de Gaulle, c'est facile à se souvenir, de Gaulle, la Gaule, eh bien il demande que tous les Français qui veulent continuer la guerre viennent le rejoindre en Angleterre. Ah, je me suis dit, bon, ben, c'est très bien, moi j'ai une adresse, à quelqu'un à qui m'adresser si j'arrive en Angleterre. On savait qu'il y avait en Angleterre un général, je ne savais pas qui c'était, qui continuait la lutte. Général ou pas d'ailleurs, parce que personne n'a entendu l'appel du 18 juin. On savait qu'il y avait quelqu'un, mais on n'avait pas du tout entendu l'appel du 18 juin. Et c'est donc de pure initiative personnelle qu'on a décidé de partir. On n'a pas entendu parler de Gaulle. On est parti comme ça. On est parti en disant on va être mobilisé plus loin, dans l'optique, en disant voilà, l'Angleterre continue, nous on va continuer en Afrique du Nord et on va continuer la guerre. Comme la bataille de la Marne, ce sera l'Afrique du Nord.
Quelques-uns, parfois très loin de l'Angleterre, se rallient immédiatement au général de Gaulle. Ainsi, le capitaine Claude Chandon, depuis la Guyane, lui écrit le 19 juin « Dans ces heures angoissées, votre appel de Londres a été pour tous ceux qui ne veulent pas douter de la France un précieux réconfort. » Claude Chandon offre ainsi ses services au général de Gaulle et lui demande comment agir depuis la Guyane. Plus rares encore sont les exemples d'engagement collectif auprès du général de Gaulle. Le cas de l'île de Sein au large du Finistère est même unique. Henri Thomas, maître de phare de l'île de Sein, est le premier qui, sur l'île, entend le général de Gaulle à la radio. C'est lui qui avertit les Sénans du second discours qu'ils entendent collectivement le 22 juin 1940. Entre le 24 et le 26 juin, 114 îliens, la quasi-totalité des hommes valides, embarquent pour l'Angleterre. Ici, la maquette du Maristella, un des 5 bateaux ayant quitté l'île de Sein en juin 1940. Présentés au général de Gaulle à Londres début juillet parmi 400 volontaires, ils sont accueillis par le chef de la France libre, qui déclare « L'île de Sein, c'est le quart de la France ». La seconde partie de cette exposition, la passion et la raison, concerne les sources de l'engagement, c'est-à-dire ce qui, dans l'univers mental de ces rebelles de 1940, a pu les conduire, contre toute apparente logique et totalement à contre-courant, à rompre avec l'autorité établie. Lorsqu'on lit leurs écrits, lorsqu'on les écoute, on s'aperçoit qu'ils ont agi par passion, par raison, souvent les deux à la fois pour des motivations variées mais parfois largement partagées. L'amour de la France, l'envie de combattre, le souvenir de la guerre de 14-18, l'antigermanisme ou l'antinazisme sont autant de pièces du puzzle qui se mêlent à des sentiments de honte ou d'humiliation qui rendent l'armistice inacceptable. L'idéalisme de la jeunesse côtoie l'analyse rationnelle dans cet engagement commun, qui pour l'essentiel d'entre eux est une rupture, mais qui est parfois tout simplement une continuité pour d'autres. Et pour le polytechnicien et officier de marine Honoré d'Estienne-d'Orves, il s'agit effectivement d'une rupture. Issu d'une famille patriote et catholique marquée à droite, Honoré d'Estienne-d'Orves sert dans la flotte d'Alexandrie en Égypte au moment de l'armistice. Après une courte mais intense réflexion et dans une rupture totale avec son éducation et sa hiérarchie, Honoré d'Estienne-d'Orves se rallie au général de Gaulle le 10 juillet 1940. Ce jour-là, il écrit à son supérieur, l'amiral Godefroy, pour lui donner les raisons de son départ. Sa décision est provoquée, dit-il, par l'asservissement de la France et l'obligation d'imiter ses ancêtres, qui se sont battus jusqu'au bout. Il évoque aussi son refus, après le drame de Mers el-Kébir, de servir dans la marine britannique, ainsi que la nécessité de trouver un chef français indépendant, le général de Gaulle, qu'il décide alors de rejoindre. Honoré d'Estienne-d'Orves gagne la Grande-Bretagne et s'engage dans les forces françaises libres fin septembre 1940. Envoyé comme chef de réseau de renseignement en France, il est arrêté en janvier 1941. Condamné à mort, il est fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941. Tout à fait différent est le cas de Bertie Albrecht. D'origine bourgeoise, elle s'engage comme infirmière en 1915, puis c'est à Londres où elle réside dans les années 20 qu'elle découvre le féminisme. Militante de l'émancipation des femmes, elle édite une revue, Le Problème sexuel, qui prône le droit à l'avortement libre. Après son retour à Paris dans les années 30, cette femme de gauche héberge des réfugiés anti-nazis allemands, puis des républicains espagnols exilés. Ses convictions la conduisent à résister immédiatement à l'occupant dès l'été 1940. D'abord en organisant des passages clandestins de la ligne de démarcation, puis à la tête du mouvement combat avec Henri Freinet. Plusieurs fois arrêtée, elle se pend dans sa cellule à Fresnes. Pour Bertie Albrecht, la résistance a été une continuité dans une vie d'engagement. Au-delà des clivages idéologiques qui auraient pu les voir s'affronter en temps de paix, Honoré d'Estienne-d'Orves et Bertie Albrecht, que tout pouvait sembler opposer, se sont retrouvés en refusant la fatalité de l'armistice dans un même combat. Pour certains compagnons de la Libération, et en particulier pour les plus jeunes d'entre eux, l'appui de la famille est souvent essentiel. Michel Fall a 19 ans et il prépare le concours d'école polytechnique quand survient l'armistice. Décidé à combattre, mais étant encore mineur, il reçoit l'aide de ses parents et parvient à s'embarquer à Saint-Jean-de-Luz le 21 juin 1940. La veille, sa mère, soutenant la décision de son fils de partir pour l'Angleterre, lui rédige un billet l'autorisant à solliciter de l'autorité militaire un visa pour aller en Angleterre et s'y mettre à la disposition des autorités compétentes en vue de servir la France. Fait plus exceptionnel encore, le commandant de police de Bayonne tamponne sa carte d'identité qu'il signe avec la mention manuscrite « se rend en Angleterre ».
Tout ceci permet à Michel Fall d'embarquer pour rejoindre la Grande-Bretagne, malgré les barrages de soldats en armes. Parvenu à Londres, il s'engage dans la France libre et sert dans l'artillerie, notamment au 1er régiment d'artillerie des forces françaises libres, durant les campagnes de Tunisie, d'Italie et de France. Il est tué lors des combats d'Alsace le 16 janvier 1945. Au fil des témoignages des compagnons de la Libération, nous avons pu identifier une quinzaine de valeurs, de causes et de sentiments qui semblent émerger de leur discours comme étant, à des degrés d'importance divers, des ressorts de leur choix. Ce nuage de mots, comme vous pouvez le voir, propose de cartographier l'engagement de ces pionniers et de ces pionnières de la résistance. Enfin, et même si eux-mêmes n'en parlent jamais, le courage est bien une qualité première de ces rebelles de 1940, sans laquelle ils n'auraient pas franchi le pas. Voici quelques-uns de leurs témoignages. Parce qu'au début de la guerre, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a deux motifs de départ. La passion d'un côté et la raison de l'autre. Au départ, c'est la passion qui m'habitait. Mais on ne peut pas vivre uniquement dans la passion quand on fait une entreprise pareille. À un moment donné, il fallait conserver sa passion, mais il fallait que la raison puisse trouver son chemin. Et c'est cette espèce de transfert ou de synthèse qui devait s'opérer en chacun d'entre nous. Moi, c'était l'instinct, c'était la patrie. Je ne pouvais pas admettre que la France soit humiliée. Je ne pouvais pas admettre que la France soit battue. Alors pourquoi ce patriotisme? Je suppose que ça m'a été appris par mes parents et mes grands-parents. Bon, mon père, bien sûr, avait fait la guerre de 14-18. J'avais un oncle qui avait été blessé grièvement. Mon père était un patriote et il comprenait très très bien que je devais continuer à faire la guerre. Et cette décision que j'avais prise lui convenait parfaitement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à m'aider à partir. Mais c'était un problème plus difficile pour ceux qui étaient mariés de passer, si je puis dire, de l'autre côté de l'armistice. Parce qu'en fait, nous avons tous fait au fond de notre cœur et de notre âme ce que nous pensions devoir faire. Il y avait dans ceux que je connais, j'en ai connu pas mal, il n'y avait pas du tout d'aspiration à la gloire, ni à l'avancement, ni à la fortune. Je pensais qu'il y avait, je ne sais pas, des milliers de gens qui allaient venir, qui allaient faire comme nous. Parce qu'on trouvait qu'on faisait... Ce qui est étonnant, les gens disent c'est formidable. Mais non, on trouvait ça tout à fait normal et logique. C'était pas... On ne pensait pas qu'on faisait quelque chose d'extraordinaire, du tout. Non, il y en avait des très différents les uns des autres. Mais... je ne sais pas, les motivations personnelles de chacun, c'est difficile à savoir, mais il y avait peut-être aussi un peu un goût de l'aventure, je ne sais pas. Je ne suis pas parti pour l'aventure, je suis parti pour continuer à la place de ceux qui abandonnaient et auprès des seuls qui, d'ailleurs, ont continué. Oui, parce qu'il avait trahi la France. Mais c'est absolument évident. C'est absolument évident. Hein. C'est une blessure d'amour-propre. Ça m'a cinglé, ça, de m'être fait battre. C'était la nation allemande telle qu'elle était. Et moi, mon pays, en pleine débandade, complètement effiloché. Et ça m'a vraiment cinglé. Il y a une réaction viscérale, mais je dirais de citoyen, pas de patriote, de citoyen d'un pays qui s'appelle la France, avec sa culture, avec tout ce que ça peut représenter. Je l'entends avec mon frère à côté de lui, en uniforme, obligé de me mettre au garde à vous parce qu'il joue la Marseillaise. Et je pleure comme un veau. D'humiliation, de honte, de rage. Et là, vraiment, c'est pas du bidon. Sur cette place de Narbonne, où j'avais jamais mis les pieds à Narbonne, quand j'entends ça, je me dis quelque chose comme... il y a eu le lever de rideau et maintenant on joue la pièce. Et c'est maintenant que ça commence, vraiment.
C'est pas un coup de tête, c'était mûrement réfléchi. Mais vous savez, les jeunes ils ne savent pas ce que c'est que le relatif. Ils ne connaissent que l'absolu. Et pour nous, nous avions donné notre parole aux Anglais et on n'avait pas le droit de faire une paix séparée. On n'avait pas le droit et nous devions absolument relever la chose et montrer aux Anglais qu'il y avait quand même des Français qui tenaient leur parole. Et Berthier a essayé, pendant cette époque, de faire comprendre aux Français que Hitler était un très grand danger, que le nazisme était un très grand danger. Et après s'être occupée des réfugiés du nazisme, elle s'est occupée des réfugiés espagnols, des républicains, qui étaient mis dans des camps en France. Et je voudrais dire aussi, parce que je crois que c'est important, que je n'ai jamais entendu Berthier dire qu'elle avait la haine des Allemands. En fait, elle disait « Je ne me bats pas contre les Allemands, je me bats contre les nazis ». Et les Français qui sont des nazis et qui sont des collaborateurs, pour moi, c'est exactement la même chose. On pouvait être communiste, on pouvait être anarchiste, on pouvait être de droite, on pouvait être fasciste, on pouvait être tout ce que vous voulez, mais on était français. Et que quand on est français, eh bien, c'est la motivation principale. Qu'on soit communiste, qu'on soit de droite, on est avant tout français. Et c'est parce qu'on est français qu'on fait de la résistance. C'est pas parce qu'on est communiste. Écoutez, je crois, c'est très individuel. Chaque compagnon a eu sa propre histoire, son propre chemin. Mais je crois que dans l'ensemble, c'était tous qui étaient animés du même désir, c'était de continuer le combat jusqu'à ce que la France soit libérée. Ça, je crois que c'était fondamental pour tous. J'étais obligé, compte tenu de mes idées, de me battre, de faire quelque chose. On ne pouvait pas rester, d'ailleurs. Beaucoup de jeunes qui étaient avec nous, quand nous sommes partis, nous avions tous l'idée de nous battre pour la France. On ne savait pas ce qu'on allait faire, mais nous réagissions à l'insupportable défaite que la France connaissait, à la pagaille. Entrer dans l'aventure, dernière partie de cette exposition, est la conséquence concrète du choix que font ces rebelles de l'année 1940. C'est la marque de l'action qui suit la décision et dont l'enjeu est d'abord de rejoindre un territoire qui permettra la reprise du combat. En fonction de là où il se trouve, les situations diffèrent. Selon que l'on se trouve en métropole, dans l'empire colonial français ou à l'étranger, selon que l'on est en mesure ou non de se déplacer, de rejoindre Londres, rester ou partir est plus une question de possibilité que de choix. Parmi ces premiers désobéissants, certains, à défaut de pouvoir s'en aller, sont contraints par les circonstances de demeurer sur place et d'y faire quelque chose. La moitié des 790 futurs compagnons de la Libération qui s'engagent en 1940 sont en métropole lorsqu'ils décident de continuer la guerre. Très majoritairement, ils ont le réflexe de vouloir rejoindre l'Angleterre qui continue la lutte, ou l'Afrique du Nord dont on espère qu'elle fera de même. Mais encore faut-il y parvenir, et pour cela, le temps est compté, et la proximité des régions maritimes est bien sûr un avantage décisif. Une bonne part de ces volontaires gagnent ainsi le Royaume-Uni par bateau, depuis le sud-ouest atlantique, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, et parfois depuis la Méditerranée, Port-Vendre, via Gibraltar, en profitant de l'évacuation de troupes polonaises. D'autres partent de Bretagne, de Normandie et de Charente, seuls ou en petits groupes, et parfois de manière spectaculaire par la voie des airs. Les zones côtières de l'Ouest étant très rapidement contrôlées par l'occupant, il devient très difficile de s'évader de France. Ceux qui n'y parviennent pas, ou ne le souhaitent pas, une centaine en cette année 1940, restent donc sur place et y entrent en résistance. Certaines évasions de France sont particulièrement spectaculaires. C'est le cas de celle du jeune Maurice Alna du Frété. Maurice Alna du Frété a 20 ans en 1940, et le jeune breton est féru d'aviation. Il a son brevet de pilote de tourisme et possède même un petit avion qu'il a malheureusement dû démonter lorsque l'armée française a réquisitionné l'aérodrome de Dinan à la déclaration de guerre. Toutefois, il a réussi à en cacher les pièces détachées dans sa propriété familiale, et après avoir vainement tenté de rejoindre l'Angleterre, il décide de remonter son avion, avec l'aide de quelques camarades à son domicile. Comme on peut le voir, il dessine même un plan d'évasion, sur lequel il marque d'une croix les quelques arbres qu'il lui faudra couper afin de créer une piste de décollage dans l'allée principale du domaine.
Maurice Elna du Frété s'envole pour l'Angleterre au matin du 15 novembre 1940 et y parvient miraculeusement quelques heures plus tard. Il est accueilli en héros par les forces françaises libres et les Britanniques et devient pilote de guerre dans la France libre. Il trouve la mort lors de l'opération alliée sur Dieppe le 19 août 1942. Écoutons les témoignages de quelques-uns de ses compagnons alors en métropole. Et le soir même, je décide de créer un noyau de résistance. On ne parlait pas encore de résistance ni de réseau. C'est des mots qui allaient venir plus tard, c'est des structures qui allaient naître plus tard. Mais je décide qu'il faut faire quelque chose et je réunis mes camarades. Nous sommes une demi-douzaine d'officiers, aspirants ou sous-lieutenants comme moi, dans un petit café, le café Laborie à Mondonville. Et je dis voilà, on ne s'arrête pas là, la guerre continue, il faut la continuer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais on ne peut pas s'en venir là. Je crois qu'il faut poser le problème autrement. Il faut poser le problème de la façon suivante. On entre dans la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a décidé qu'on serait du côté de la résistance et pas du côté de la collaboration. On ne parlait pas encore beaucoup du mot collaboration, mais enfin, du côté de Pétain, disons-le, de Vichy. On entre dans la résistance, mais c'est facile de dire j'entre dans la résistance. Mais comment y entrer et par quels moyens? Nous n'avions pas entendu pour la plupart l'allocution du général de Gaulle. Nous ne la connaissions pas, nous l'avons connue seulement en septembre pratiquement. Par conséquent, c'était un geste isolé. Plusieurs gestes isolés si vous voulez, mais en tout cas isolés. Nous n'entrions pas dans un cadre bien défini. Et il a fallu un moment pour que ce cadre se définisse et ça a été le plus gros problème. Car il ne s'agissait pas seulement d'entrer dans la résistance, il fallait faire de la résistance, ce qui était autre chose. Et pour faire de la résistance, il fallait en avoir les moyens. Et pour en avoir les moyens, il fallait les réunir. Vous voyez tous les problèmes qui pouvaient se poser à cette époque. Nous avons décidé que pour continuer la guerre, à partir du moment où il y allait avoir un armistice en France, il fallait aller à l'extérieur. Il fallait continuer avec les seuls qui continuaient, c'est-à-dire avec les Anglais. À partir de là, ça devient très, très individuel parce que les autorités militaires, très attachées aux ordres de Pétain, mettaient en tôle tous les gens qu'ils soupçonnaient de vouloir partir. Alors, non, on est devenu clandestin. Je suis rentré à Nantes, et là, j'ai été voir la famille d'un de mes camarades, moi j'avais 17 et 18 ans, qui était un peu plus vieux que moi et qui, lui, n'avait pas la chance de la liberté puisqu'il était sous les drapeaux. Alors j'ai été voir la famille et j'ai demandé est-ce que je pourrais prendre la bicyclette de mon petit camarade, de Jean-Pierre. Il m'a dit bien sûr, tu peux prendre la bicyclette de Jean-Pierre. Alors j'ai pris la bicyclette, et puis, après avoir dit au revoir à la famille, je suis parti vers le sud. Je suis parti vers le sud avec l'objectif de trouver un bateau sur le côté qui parte sur l'Angleterre. Mon objectif était, parce que je savais que l'Angleterre continuait la guerre. C'était un moment émouvant. Quand vous voyez disparaître les côtes françaises et qu'à ce moment-là, vous avez réussi une partie du parcours et vous vous dites « reverrai-je un jour la France ?» Les traces matérielles de l'engagement sont très rares. On peut voir ici les vêtements portés par le capitaine de corvette Thierry d'Argentlieu après son évasion du convoi de prisonniers qui l'emmenait en Allemagne le 22 juin 1940. Pour ne pas être repris, il abandonne son uniforme et s'habille avec des vêtements civils que lui donne un paysan. Grâce à ce déguisement, il parvient à gagner Jersey, puis l'Angleterre, le 30 juin 1940. Pour les Français d'outre-mer, qui assistent sans pouvoir agir à l'effondrement de la métropole, qui ne sont pas envahis et n'ont pas pris part au combat, l'annonce de l'armistice a un goût particulièrement amer. À ceux qui ne se résignent pas, il paraît d'abord évident, comme au général de Gaulle, que la guerre peut se poursuivre depuis l'Empire colonial
et en particulier depuis l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Mais lorsque fin juin 1940, les chefs des colonies, des territoires sous mandat et de l'Afrique du Nord, après quelques jours de flottement, se rangent derrière le maréchal Pétain en appliquant l'armistice, il ne reste aux rebelles que deux possibilités. Rejoindre les terres britanniques les plus proches ou tenter de faire revenir dans la guerre le territoire où ils se trouvent. Parmi les 363 futurs compagnons alors outre-mer, les uns rejoignent Gibraltar, la Palestine ou le Nigeria, les autres, au Tchad, au Cameroun, au Moyen-Congo, en Oubangui-Chari ou bien en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, contribuent au ralliement de leur colonie à la France libre, autre moyen de continuer la lutte. Et pour rejoindre les territoires britanniques, les volontaires français doivent s'évader des colonies françaises. C'est le cas par exemple de Jean-Claude Laurent Champ-Rosé ou de Guy Charmeau, qui le font avec la complicité d'Edmond Louveau. Cet administrateur supérieur de la Haute-Côte d'Ivoire, l'actuel Burkina Faso, rédige en effet un faux ordre de mission concernant l'envoi d'une pseudo-mission militaire française en Gold Coast, l'actuel Ghana, qui est alors une colonie anglaise. Ce document du 6 juillet 1940 permet ainsi à plusieurs militaires français de quitter légalement l'AOF pour rejoindre les Britanniques. Edmond Louveau est arrêté à Dakar un mois plus tard par les autorités de Vichy. Il est ensuite interné en Auvergne à la prison de Ghana, d'où il parvient à s'évader grâce à l'aide de la résistance fin décembre 1943. Il rejoint finalement le général de Gaulle à Alger en février 1944. Ce sont parfois des territoires entiers qui se rallient à de Gaulle grâce aux rebelles de 1940. Ainsi, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, avec l'aide de militaires du territoire et d'émissaires du général de Gaulle, comme René Pleven, réussit à proclamer le ralliement du Tchad à la France libre le 26 août 1940. On voit ici le texte de sa proclamation qu'il adresse sur le champ à sa fille Ginette, avec un mot manuscrit évoquant les acclamations quasi unanimes de la population. Faire le choix de la France libre, de la dissidence selon les termes de l'époque, a un prix. Celui de la condamnation par le gouvernement du maréchal Pétain à des peines lourdes, et presque toujours pour les officiers qui ont rejoint le général de Gaulle à la peine de mort. C'est le cas du capitaine Paul Jourdier, qui depuis le Liban, le 30 juin 1940, a conduit son escadron en Palestine pour poursuivre la guerre aux côtés des Britanniques. Paul Jourdier sera ensuite à l'origine de la création du premier régiment de marche de Spahis marocain de la France libre. Écoutons maintenant les témoignages de ses compagnons entrés dans l'aventure depuis l'Empire. On s'est dit comme ça, ben non, ça ne peut pas durer, il faut faire quelque chose. Et brutalement, on a demandé une permission, on est descendu le soir à Beyrouth, on a pris un taxi et direction la frontière. Tous pensaient que la guerre allait continuer en Afrique du Nord. On ne nous avait pas encouragés, mais le commandement ne nous avait pas dit que c'était comme ça, que ça allait changer, jusqu'au 29 juin. Alors là, réunion du commandement disant que la guerre était terminée, qu'il venait de recevoir un message du commandement, que la guerre était terminée pour tous les Français et que nous avions une chose à faire, obéir. Alors, avec Mouchot, Guérin, nous étions une quinzaine environ. On a assez mal pris cette affaire-là. Et on a commencé à décider à chercher une solution. Mais enfin, la solution était très facile. C'était prendre un avion, et il y avait beaucoup d'avions sur la base d'Oran à ce moment, des avions réfugiés de France, et rejoindre Gibraltar. Et nous nous sommes posé la question, d'ailleurs, avec Mouchot et Guérin en vol, de savoir comment nous allions être reçus par les Anglais. Et la chance a voulu que nous ayons la visite d'un jeune sergent qui faisait partie de la mission militaire auprès du gouvernement espagnol. Et quand il est venu nous voir, il nous a dit carrément « J'ai lu le rapport vous concernant et je ne crois pas à un mot de ce que vous dites dans votre rapport. C'est pas une erreur de navigation, vous voulez aller en Angleterre. » Ce en quoi il m'a dit « Oui ». Il m'a dit « J'ai votre affaire, je connais bien l'ambassadeur anglais, ne vous inquiétez pas, demain je viens avec un appareil photo. Vous aurez un passeport comme pilote
de l'attaché militaire français, et je vous donnerai un peu d'argent pour vous déguiser en civil, et y compris des billets de chemin de fer pour aller jusqu'à Barcelone. Moi d'ailleurs j'ai suivi seul, sans les autres officiers ou sous-officiers qui ont décidé de partir. Tout seul, je n'aurais peut-être pris aucune initiative. Et pour 70 futurs compagnons de la Libération, c'est depuis Londres que se fait le choix de l'engagement en 1940. Conduits au Royaume-Uni par des circonstances diverses et avant même l'armistice, ils sont en majorité membres du corps expéditionnaire français de Norvège, replié en Angleterre. La plupart sont issus de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, accompagnés de quelques chasseurs alpins et personnels des chars. Quelques autres encore sont des évacués de l'opération Dynamo à Dunkerque, ou bien de simples expatriés qui résident et travaillent outre-Manche. Ces 70 futurs compagnons de la Libération décident de rejoindre la France libre et le général de Gaulle de façon individuelle ou bien dans le cadre collectif d'unités constituées, comme c'est le cas pour la moitié de la Légion étrangère, qui le 30 juin 1940 choisit de continuer la guerre et de rester sur le sol britannique. Ils font partie des quelques centaines de ressortissants français qui, parmi les 35 000 militaires français réfugiés en Grande-Bretagne, refusent alors de rentrer en France pour se donner les moyens d'agir. C'est à Londres qu'ont lieu les premiers engagements dans la France libre. Ce registre, qui date de juillet 1940, porte les noms des premiers engagés provisoires dans la Légion des volontaires commandée par le général de Gaulle. Ces volontaires étaient alors rassemblés à l'Olympia Hall, un centre d'exposition londonien. Sur cette page se trouvent les noms des 9 futurs compagnons de la Libération: Lalande, Bolifrot, Dureau, Stahl, Genet, Deferrière, Schmitt, Martin, Méret. C'est à Londres également que se mettent en place les forces françaises libres ainsi que leurs emblèmes. On voit ici le premier modèle de pavillon de la marine de la France libre, les FNFL, créé par le contre-amiral Muselier à partir du 1er juillet 1940. C'est lui qui propose la croix de Lorraine au général de Gaulle comme insigne distinctif des pavillons de marine. Finalement, la croix de Lorraine connaîtra un grand succès, elle sera adoptée par toute la France libre, puis par la Résistance, jusqu'à devenir le symbole du gaullisme. Laissons la parole à quelques compagnons engagés à Londres. Se retrouver là. Alors c'était une espèce de grande baraque avec des types qui couraient dans tous les sens, qui discutaient. Alors là, ça discutait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? De Gaulle qui sait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'il va pas mieux ça? Est-ce qu'il faut s'engager dans les troupes anglaises ou est-ce qu'il faut aller chez eux? De Gaulle, en fait, on n'avait pas tellement dit. On était décidé à s'engager chez les Anglais d'abord, jusqu'au moment où on a appris à l'Olympia qu'il y avait De Gaulle qui faisait une sorte de légion, enfin une armée française, mais enfin à ce moment-là, c'était un peu bizarre. Et on a dit qu'on allait s'engager plutôt là que chez les Anglais, tant qu'à faire. J'ai eu honte d'être français quand je suis arrivé en Angleterre. Parce que quand je suis arrivé en Angleterre et que je me suis retrouvé à Londres, et dans les différentes bases militaires, il y avait par centaines des Polonais, des Belges, des Tchèques. Il n'y avait pas de Français. Nous étions un petit groupe de Français. Par rapport au corps constitué des autres pays occupés par l'Allemagne, j'étais pas fier. J'étais pas fier d'être Français. La France avait capitulé. C'est Fred Couchel qui vient nous voir. On connaissait ni lui, moi je connaissais pas De Gaulle. J'avais entendu jamais parler de Gaulle. Jusqu'à ce moment-là, il m'a dit voilà, je suis avec un général de Gaulle. Il demande si vous voulez devenir Français libre. Je ne sais pas si on l'appelait déjà Français libre à l'époque. Si vous vous engagez avec lui. Alors nous, on ne demandait pas mieux puisqu'on était là, mais un peu tout seul, un peu perdu. On voulait faire la guerre, mais comment, avec quoi, on n'avait rien. Alors là, au contraire, on se dit, tiens, ben, on aura un chef, et tout le monde s'est engagé sans aucun problème immédiatement. Et pour conclure cette exposition, nous avons voulu donner la parole, une dernière fois, aux compagnons de la Libération, afin d'illustrer, par leurs mots et par leurs souvenirs, non plus les raisons de leur engagement, mais la vision rétrospective qu'ils en ont eue au fil de leur vie. Des décennies plus tard, quel jugement portent-ils sur leur choix de 1940 ?
choix qui fut pour beaucoup d'entre eux la décision la plus engageante de leur vie. Y a-t-il des leçons à en tirer? Que souhaitent-ils en transmettre aux générations futures? Ce retour sur leur décision de refuser la défaite, qui a profondément changé leur existence, prend parfois la forme d'un testament moral. Écoutons donc quelques-uns de leurs témoignages. C'est le fait que dans des situations qui sont totalement exceptionnelles, où tout le monde est dérouté, où ça craque, où entre le passé et ce qui est en train de se faire au présent, il y a un monde. Il y a une espèce de fossé formidable. Dans ces cas-là, il y a des gens, pas nombreux, qui n'ont rien de particulier, a priori, ni sur le plan de leur métier, ni sur le plan de leur personne. Monsieur tout le monde, un petit artisan, un commerçant, un intellectuel, pas de premier plan, et qui tout d'un coup vont se révéler des êtres absolument exceptionnels. Que s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient rien fait de particulier. L'artisan aurait fait ses chaises, le prof aurait fait ses cours. Rien ne les distingue du commun. Mais tout d'un coup, ces êtres du commun, on s'aperçoit, à cause de ces événements et de la façon dont ils réagissent, dont ils prennent en main les choses, qui sont bâtis d'une façon absolument extraordinaire, qui sont des chefs, qui sont des types qui peuvent prendre des décisions, qui n'hésitent pas une seconde à mettre tout en jeu, leur fric, leur famille, tout, pour ça. Révélation. Et moi, j'en ai connu comme ça. La résistance était faite de ces types-là. Comme tout le monde, et puis une espèce d'élite formidable. J'ai dit, s'il y avait encore, qu'à Dieu ne plaise, une situation identique ou comparable à celle de 40, je suis certain qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes à faire ce que nous avons fait, à une condition importante et différente. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, il faut leur expliquer, ils veulent savoir le pourquoi de la chose. Vous devez d'abord leur expliquer, vendre votre marchandise, si j'ose m'exprimer ainsi, et alors là, s'ils sont d'accord, je vous dis, il y en aurait beaucoup plus.